la période n'est pas forcément très aidante pour accueillir la différence de l'autre aujourd'hui, où la tentation, elle est vraiment dans la manière de figer des opinions, des positions, parfois dans des formes de radicalité qui ferment toute ouverture à l'altérité. Et ce qui m'émeut dans les différents témoignages qui nous sont présentés, c'est qu'ils ouvrent une brèche pour venir nous toucher, nous émouvoir par l'incarnation qu'ils proposent. Ce sont des récits incarnés avec des formes de vulnérabilité, des formes aussi de capacité tout à fait étonnantes, et que cette singularité qui est la leur, elle vient s'adresser à la singularité qu'on porte chacun aussi à l'intérieur de soi. Je m'appelle Florence Hosty, je suis sociologue intervenante et dans ma pratique de travail, je m'intéresse à la manière dont l'expérience de travail est une source de construction de soi et donc d'identité, et à la manière dont elle peut être aussi un vecteur d'apprentissage et de construction de liens spécifiques au travail. Et c'est dans cette perspective que j'ai écouté les différents podcasts et qui me ramènent à cette expérience fondatrice de l'écoute, parce que c'est à travers cette modalité-là que l'on appréhende le monde du travail. Ce que l'on entend, ce n'est pas une succession de faits ou d'opinions, c'est une histoire qui se tisse en la narrant, qui permet de faire des liens avec des éléments de contexte. Et on entend bien que du coup, c'est aussi un support à une certaine forme de relecture pour la personne de ce qu'elle a vécu. On est happé par une histoire avec ses péripéties, ses rebondissements, la manière dont ça se construit à l'échelle d'une personne, une histoire qui est véritablement incarnée. Donc, oui, cette expérience de l'écoute n'est pas une expérience si anodine que ça, qu'elle y paraît. Parce que ce que l'on accepte d'entendre nous fait quelque chose, nous affecte à des endroits qui sont différents pour chacun. En tout cas, moi, ce que ça me fait, c'est d'installer une certaine tranquillité à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir une parole qui peut-être va me choquer, qui peut-être va me surprendre, qui peut-être pour laquelle je vais me sentir en accord, mais pour ne pas être dans une espèce de réaction immédiate, mais plutôt laisser la possibilité que quelque chose puisse se déposer et quitte à ce que je sois dans une posture inconfortable en fait. Être dans l'expérience sensible de l'écoute de ce que vivent les personnes, ça nous invite à nous mettre au même endroit qu'eux. Et donc développer une certaine empathie pour ce qu'ils ont traversé. Ça nous suscite aussi avec eux éventuellement de l'indignation, de la colère, du dépit, de l'aigreur, de l'amertume, ou au contraire de la joie, de l'euphorie, de l'envie de vivre aussi des moments palpitants aussi qu'ils partagent avec nous. Mais du coup, évidemment, ça suppose d'avoir une écoute qui est toujours située en fait, et il me semble que c'est difficile d'avoir une écoute à un autre endroit que la place qui est proposée en fait par ceux qu'on écoute. L'écoute, ce n'est pas juste une pratique sociale, c'est aussi une conception du monde et du fonctionnement qui laisserait la place à l'autre.
écouter l'autre, c'est accepter que finalement, l'agir qui va en sortir, il sera tissé finalement de cette relation d'écoute réciproque et de paroles adressées. Donc c'est une conception du monde où cette dimension d'altérité, elle serait fondatrice d'un vivre ensemble et d'un faire société. Elle s'opposerait en fait à d'autres conceptions du monde où le sens serait donné d'en haut, il serait de l'ordre du programmé, du prescrit, et il n'y aurait plus qu'à s'adapter au sens d'exécuter finalement ce qui aurait été pensé en extériorité de soi. C'est un peu le drame d'ailleurs de ce qui se dit dans ces transformations managériales où les managers seraient placés, seraient situés à l'endroit même où ils sont le pur relais de l'exécution de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui n'a pas de sens pour eux, mais qu'ils devraient en fait déployer et pour lequel ils devraient y mettre de l'intelligence, alors même que l'intelligence n'est pas du tout la question de ces transformations. Et donc, bien sûr que cette proposition d'ailleurs de podcast, c'est aussi un parti pris politique. C'est un parti pris politique parce que ça correspond à une vision de société, un horizon démocratique, si on veut le qualifier ainsi, qui est que on inventerait ensemble les modalités concrètes qui nous permettent de nous ajuster à des nouveaux enjeux qui sont les nôtres. Donc de la construction de compromis, d'accords, à travers ce formidable opérateur qu'est la parole et son corollaire qui est l'écoute. Cet horizon démocratique, ce ne serait pas une simple position idéologique ou une conviction éthique. Il me semble que face aux défis qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'inventer un autre monde, et notamment aussi un autre monde du travail. Donc c'est cette modalité coopérative, cette modalité qui embarque la relation d'altérité comme une ressource, c'est en fait un formidable opérateur d'efficience. Il me semble qu'on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, en tout cas c'est pas une option qui serait un supplément d'âme, mais ce serait une option pour inventer finalement les bases d'une société moins coûteuse pour les individus, plus efficiente pour les organisations et surtout qui reconstruit du sens et qui redonne sens à l'engagement et au vivre ensemble. Il y a peut-être deux faces qu'on retrouve dans chacun des témoignages. Une face plus lumineuse sur un agir possible, sur des perspectives qui peuvent être d'innovation, sur des dynamiques collectives très vertueuses qui sont porteuses de régulation, de fluidité, de sens partagé, de soutien, de réassurance. Et une phase qui serait plus sombre, celle de transformations qui ne sont plus raccrochées à des éléments du réel, à des transformations qui visent une rationalisation, enfin, sur des transformations qui, en fait, s'écartent d'une voie qui serait celle de la qualité qui est mise dans le travail et de pouvoir bien remplir sa mission au profit d'une performance court terme par plus de pression, de productivité, d'agilité qui frise souvent l'agitation et d'une perte de sens finalement pour les acteurs avec une dérive
C'est pas ce qui est dit tout à fait dans les podcasts, hein, mais je pousserais bien, moi, le curseur un peu plus loin par rapport à d'autres expériences auxquelles j'ai pu assister, vers quelque chose qui confine à l'absurde, à la folie, au fond. C'est-à-dire que si les changements n'ont plus de sens, parce qu'on n'est plus en capacité de les justifier, et parce qu'ils s'enchaînent dans un mouvement incessant, où ils seraient leur propre finalité, eh bien, ils ne permettent pas aux individus d'en faire quelque chose pour créer des repères avec de la stabilité, parce que sans repères un peu stables, on ne peut pas vivre finalement des changements incessants. Il ne faudrait pas voir dans l'organisation le diable qui serait mauvais en tant que tel. Le principe d'une organisation, en tout cas là où elle vient équiper les individus au travail, c'est lorsqu'elle est lisible, qu'elle permet à chacun de savoir quelle place il occupe et avec qui il va travailler. C'est lorsqu'elle est claire sur les objectifs qui sont poursuivis. C'est quand les moyens qui sont accordés sont ajustés par rapport aux fins poursuivies. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation, elle est censée être un équipement avec toute une série de dispositifs, de règles, de modalités d'organisation du travail, de modalités de gestion, etc., qui seraient des ressources pour pouvoir bien faire son travail. Et il y a plein de moments, d'ailleurs, dans les podcasts, où on voit bien que on est dans cette situation-là, avec un fonctionnement assez vertueux entre une qualité managériale, une forme organisationnelle et une capacité de mobilisation collective. Donc l'organisation en soi n'est ni vicieuse ni vertueuse, ça dépend ce qu'on en fait. En tout cas, peut-être une des réalités contemporaines, ce serait l'organisation qui empêche le travail de se faire, c'est-à-dire en fait une organisation qui serait quelque part fictionnelle en fait, dont les indicateurs de gestion seraient un des reflets, hein, puisqu'ils sont censés capter finalement des éléments du réel, mais sont de plus en plus déconnectés du réel, puisque ceux qui les élaborent sont eux-mêmes de plus en plus loin du terrain. Donc on aurait une espèce de disjonction entre des formes d'organisation qui s'autonomisent finalement des contraintes du réel, mais qui imposeraient des objectifs et des attendus au terrain, c'est-à-dire à ceux qui sont les pieds dans la glaise et qui sont censés réaliser. Et donc cet écart entre une réalité un peu fictive et une réalité qui serait dans la gadoue du réel, eh bien cet écart-là, et c'est celui-là qui fait perdre de sens et qui rend du coup l'écoute aussi et la parole difficile, puisqu'il n'y aurait plus d'interlocuteur. Donc les managers, eux, ils seraient pris dans ce besoin d'articuler quand même les deux. Et certains choisissent assez clairement aussi de ne jamais se déconnecter des contraintes du réel. Et ça tient aussi parce qu'il y a des acteurs qui mettent quelque chose d'eux-mêmes et qui essaient de tenir malgré tout la construction de sens, l'adéquation entre des objectifs et des moyens, qui parient sur la qualité des liens comme étant un vecteur d'efficience, et que du coup on peut rendre hommage en fait aussi à cette absence de renoncement dans l'engagement au travail. C'est pour ça que la proposition de podcast, c'est une proposition d'écoute à plusieurs détentes, plusieurs temps de détente. Un premier temps qui serait celui de l'écoute immédiate, est-ce que ça nous fait? Un deuxième temps de décantation, de traces que ça laisse en nous, et peut-être un troisième temps qui peut nous permettre d'en dire quelque chose aussi à notre tour. Dans l'écoute de ces différents témoignages, moi je me suis sentie saisie à des endroits
similaires avec les témoins sur la valeur travail et la manière dont chacun finalement évoque l'importance de pouvoir bien faire son travail, est attaché à la qualité, à l'idée qu'il y aurait quelque chose à accomplir à travers cette expérience-là. Moi, ça vient résonner par rapport aussi à la manière dont je me suis construit comme sociologue, avec cette idée que le travail était un vecteur pour moi de découverte, d'apprentissage, de construction, non seulement d'une posture, d'une position, etc., mais une construction identitaire, au fond. Et que c'est une position qui me donne accès à aller interviewer ou aller à la rencontre de personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement dans la vie quotidienne. Donc ça vient combler une certaine curiosité, une soif de découvrir les différentes facettes du social. Mais ça vient m'interroger là aussi sur des ressorts qui ont été les mêmes que les miens, sur des formes d'ascension sociale par l'école, de cette illusion aussi méritocratique, en quelque sorte, qui permet des évolutions, mais qui peut aussi achoper sur d'autres règles du jeu, pour lesquelles, quand on est plongé dedans, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Ça m'a généré beaucoup d'empathie pour les péripéties qui sont traversées, beaucoup d'admiration aussi pour leur manière de rebondir ou d'en faire quelque chose finalement dans leur parcours. Ça, c'est peut-être une première étape qui est certainement un préalable pour pouvoir en dégager peut-être des éléments de compréhension à un niveau peut-être un niveau plus générique de ce qui se joue aujourd'hui dans les mondes du travail. Dans ce deuxième mouvement d'écoute et dans les traces que ces différents podcasts ont laissé en moi, j'en repérerais bien quelques éléments à partager. Donc peut-être que ce qui m'a frappée, c'est à travers la singularité des récits qui nous sont proposés, il y aurait une dimension plus générique sur la discontinuité des trajectoires aujourd'hui, sur l'instabilité des organisations, ou en tout cas les turbulences qui traversent les organisations, et qui vient dessiner un paysage où la question de l'instabilité, de l'incertitude, voire de l'inconnu, à certains moments donnés, serait en fait peut-être la matière première avec laquelle on se débattrait. Et ce que nous proposent en fait ces podcasts et qui vient vraiment laisser trace en moi, c'est qu'on ne serait pas totalement démunis, même si on peut être mis dans des situations difficiles et douloureuses à vivre, des épreuves. En tout cas, on ne serait pas totalement démunis. Ce qui nous aiderait finalement à pouvoir vivre cette instabilité, cette incertitude, cette complexité du monde aussi, eh bien ce serait à la fois un corpus de valeurs auxquelles on pourrait se référer. Et il me semble que nous avons ici, là, dans les différents témoignages, des références à des valeurs qui peuvent être héritées d'ailleurs de la famille, qui peuvent venir de très loin, tout comme des valeurs qui ont été apprises et découvertes à travers les expériences vécues de travail, mais qui viennent faire guide et orientent en fait les comportements pour se relever. Alors quand le sens se dérobe et que ce qu'on vous demande de faire en tant que cadre et dans des positions de manager ne fait plus sens pour soi, ou en tout cas
on ne le comprend plus, on serait dans de l'incohérence, certains évoquent ça, hein, l'incohérence, ou parfois même de l'insensé, on n'arriverait plus à se situer. C'est très difficile de vivre en fait cette perte de sens. Donc on voit bien dans certains témoignages que du coup on se raccroche à ce qui fait sens pour soi et ce qu'on estime être finalement une bonne chose. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, cette position quasi un peu héroïque, hein, de tenir malgré tout le système, se fracasse en fait sur une absence de reconnaissance et de valorisation de cet engagement au travail. Donc ça passe parfois du coup par l'épreuve, et l'épreuve douloureuse de la disjonction qui vient être celle de l'individu. Donc en fait ce réservoir de valeurs, de sens, de croyances, de principes, eh bien c'est quand même ce qui nous constitue comme sujet, ce qui nous constitue aussi, qui va aussi équiper l'acteur et qui nous permet en fait de naviguer et de se situer. Donc on peut se perdre, mais on peut aussi se retrouver et rebondir. Donc ça c'est peut-être une première trace. Une première trace, c'est que on ne serait jamais totalement démunis. En revanche, ce que nos témoins nous invitent à accueillir, c'est que tout seul, on est très fragile. Et deuxième trace, c'est que finalement, face à cette difficulté de lire le monde qui nous entoure et à y tracer son itinéraire, être tout seul, ou se sentir seul face au monde nous met dans une position d'une extrême vulnérabilité, et que se relier à d'autres serait un mécanisme en fait extrêmement, un ressort en fait extrêmement puissant et extrêmement porteur là aussi. Ça peut prendre des formes très différentes. Certains nous disent il y a des moments où il faut demander de l'aide à d'autres. Ça peut passer par aller chercher des collectifs constitués, comme par exemple une organisation syndicale, pour y trouver de la réassurance, de l'aide, de l'appui. Ça peut passer par des relations au sein d'une équipe aussi, ou des relations de confiance qui sont instituées, démultiplient du pouvoir d'agir. Ça peut être des liens de réseau entre managers, par exemple, entre cadres. Bref, il pourrait y avoir toute une série de dispositifs et de modalités possibles pour se relier, qui nous permet en fait d'opposer à cette extrême vulnérabilité de l'individu une certaine protection ou certaines modalités pour amortir, on va dire, les chocs et les turbulences, et étayer les individus pour les soutenir dans des phases de repositionnement ou de rebond. Peut-être troisième trace qui me semble être une voie aussi très contemporaine, c'est une voie de réflexivité. Alors on entend bien ces traces dans tous les témoignages, puisque la mise en narration de leur histoire en fait est déjà un effet réflexif, et ils nous racontent aussi à quel point les uns comme les autres ont mobiliser en fait un processus réflexif qui peut être par l'écriture, par l'accompagnement, par la parole, d'une manière de mettre un peu à distance l'expérience vécue pour en tirer des leçons pour eux-mêmes. Et cette dimension très réflexive dont ils font preuve dans ces récits me semble très, très ajustée aux questions contemporaines. Dans la mesure où les trajectoires ne seraient plus définies a priori, où la question des turbulences serait la matière première qui serait à vivre, et que ce qui nous est donné à voir, c'est que cette dimension réflexive, que j'essaie de m'appliquer aussi à moi-même, serait un des ressorts
pour évoluer ou naviguer sur ces eaux un peu agitées de notre monde contemporain. En fait, peut-être faudrait-il revenir à cette dimension de la respiration des managers qui passe par des phases où ils sont en capacité de courir un sprint, mais ils ne peuvent pas courir un marathon à la vitesse du sprint. Il y a des moments, évidemment, où il va falloir ralentir le rythme, des moments de ponctuer cette mobilisation forcenée par des pauses qui vont être régénératrices. Bref, en fait, qui vont mettre au travail la question de la place. Comment on construit sa place. Là encore, ça suppose d'aller regarder d'un peu près les conditions pour lesquelles cette place elle est encore possible ou pas. Et cet aller-retour, alors c'est là où en fait ça renvoie à une capacité réflexive, hein, ces allers-retours entre ce que je suis en train de vivre, ce que j'en comprends de ce que je suis en train de vivre, de qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour la suite, c'est un processus en fait qui est peut-être la dynamique principale pour se construire aujourd'hui dans les situations de travail. Et ça n'appartient pas qu'aux cadres, mais en tout cas les cadres occupent une position particulière où ils sont tiraillés finalement entre différentes modalités. Et ces moments de ressourcement ou d'oxygénation ou de respiration sont encore plus précieux pour pouvoir tenir le coup. Ce qui est très impressionnant dans ces témoignages, c'est qu'au fond, ils ne renoncent pas à faire valoir une conception du monde, celle qui les étaye, celle qui fait sens pour eux, où l'autre compte, voilà, à la fois comme acteur et sujet. En revanche, ce à quoi ils nous invitent, c'est à considérer qu'il y a des circonstances où on ne peut plus se battre en fait, où on est obligé de se repositionner, ou en tout cas de se retirer, de prendre le temps finalement de se poser, de comprendre les possibilités, les impossibilités de la situation, pour retrouver finalement cet élan un peu mobilisateur et pour lequel finalement on n'a pas renoncé à faire valoir une certaine manière d'être manager dans les organisations. Ça me rassure en fait, ça me rassure parce que du coup cette consistance qui est incarnée à travers ces portraits viennent nous dire à quel point il y a matière à pouvoir s'engager, se mobiliser, y croire, construire du faire ensemble, et que c'est possible, même si c'est difficile. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a quelque chose de très exigeant dans cette aspiration démocratique, c'est-à-dire que ça suppose des acteurs sujets un peu constitués, qui supportent l'altérité, qui supportent le débat, qui se relèvent quand ils tombent, qui ont des capacités à faire quelque chose de ce qui leur arrive. Donc c'est à la fois exigeant, mais c'est possible. La fonction dominante pour les cadres, c'est celle du management. Donc le manager, il est passé par différentes figures, hein. Donc il y a des figures historiques, qui est celle du manager de métier, le bon professionnel qui devient chef et qui peut encadrer des équipes de plus en plus importantes parce qu'il connaît bien le travail, et c'est ça la qualité qu'on lui reconnaît. On est passé à la valorisation de figures plus gestionnaires, hein, de management, où finalement ce serait d'assurer une conformité à des attendus qui se donneraient à voir à travers des indicateurs de gestion, par exemple. Eh bien, c'est pas ce que nous donnent à voir du coup les managers de ces podcasts. En fait, ce qu'ils nous donnent à voir, ce serait une dimension relationnelle qui serait centrale finalement dans leur conception
d'être manager, que ce soit des fonctions dirigeantes ou des fonctions plus de management de projet ou de management de proximité. Au fond, ce à quoi il ne renonce pas, c'est à faire avec les autres et à rentrer, à prendre le risque de cette relation, à avoir cette attention pour l'autre comme étant une condition même d'une mobilisation et du coup d'une efficience collective pour atteindre les objectifs. Donc là, il nous donne en fait à voir finalement ce qui est souvent invisibilisé dans les modes de reconnaissance des managers, qui est cette qualité incarnée qui accorde une place prépondérante à la relation. Alors, la relation de soi à soi pour se sentir du coup conforté dans la place qu'on occupe et la manière dont on définit son style de manager, mais la relation aussi de soi aux membres de l'équipe avec cette idée qu'on ne pourrait en attendre de l'efficience que si à un moment donné ils comprennent pourquoi ils sont mobilisés et au service de quoi ils sont mobilisés, et de leur donner les moyens de pouvoir atteindre les objectifs qui sont attendus. Et puis, là aussi, une relation avec les autres, c'est-à-dire la hiérarchie supérieure, comment est-ce qu'on peut faire entendre aussi plus haut, finalement, les contraintes qu'on est en train de vivre et pour négocier au fond quelque chose qui serait soutenable pour les équipes, et puis les collatéraux aussi, hein, finalement. Donc en fait, ce serait un art de la relation, un art de la médiation, un art de la traduction aussi. Manager, ce serait tout ça. Et ça, c'est toute l'épaisseur finalement de la fonction qui est un peu passée à la trappe dans ces formes contemporaines qui sont attendues, qui seraient des formes de managers, qui seraient des relais le doigt sur la couture du pantalon, comme nous dit l'un des témoins, qui seraient les purs relais de déploiement de stratégies qui ont été pensées à l'extérieur d'eux. Et il me semble que le management relationnel, de ce point de vue-là, est un management très ancré dans les besoins et les contraintes du réel pour essayer d'y faire face et de surmonter les défis du travail, puisque le travail il se situe à cet endroit-là. Et c'est bien en ce sens-là que cette importance accordée à la relation et à ce tissage à partir d'une pluralité de points de vue, d'intérêts, de vision du monde, ça a bien une dimension politique parce que ça reconnaît chez l'autre la capacité à pouvoir être acteur et sujet et pas être un pur exécutant. Alors comment ça s'apprend comment est-ce qu'on devient manager relationnel Il y a toute une alchimie dans cette fabrique. Ce que l'on comprend à travers les témoignages, c'est que ce n'est pas une disposition qui serait totalement innée, hein, ça s'apprendrait, mais ça ne s'apprend pas comme on apprendrait l'anglais. Hein, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question aussi de rencontre. Ce qui ressort, c'est quand même des expériences de rencontre avec des managers qui vous auraient appris, qui vous auraient montré une manière de faire qui aurait du sens et qui viendrait inspirer finalement votre pratique. On aurait rencontré un manager à la fois exigeant mais capacitant, un manager qui vous laisse de l'autonomie et vous fait confiance, qui parie sur l'intelligence collective et qui du coup vous montre à quel point, vous permet de vérifier à quel point c'est porteur d'effets. Bref, il y aurait dans cette fabrique des éléments de transmission ou de circulation finalement de modèles qui font référence et qui font appui pour pouvoir construire sa propre position. Et puis, on pourrait aussi dégager un autre mouvement qui est celui de la capacité à pouvoir expérimenter, donc dans des formes d'autonomie qui sont concédées,
le fait de s'éprouver finalement à cette posture du manager et en tirer des leçons pour soi et façonner, affiner un peu son style de management. Pour d'autres, ça va être aussi des exemples qui sont bien plus lointains aussi, qui viennent de la famille par exemple, hein, de lignée familiale, qui font exemple. Mais finalement, on n'inventerait pas une forme de management tout seul à partir de rien. C'est toujours à partir de ce qui nous a reliés à d'autres et qui vont être signifiants pour nous, qui vont être importants pour nous, qui vont rentrer en cohérence avec nos valeurs, soit quoi on tient, ce qui est important pour nous et qui nous inspire finalement notre pratique. Donc cette modalité-là, évidemment, elle est apprise, mais elle est aussi permise par des situations de travail qui offrent des opportunités de l'expérimenter, là où à d'autres moments ou dans d'autres situations, on voit bien que les conditions ne sont plus réunies pour le faire. Les fonctionnements vertueux, quand ils le sont, le mystère, c'est pourquoi ils ne perdurent pas, pourquoi ils ne sont pas reconnus comme tels et pourquoi ce n'est pas ces fonctionnements vertueux qui sont davantage encouragés et valorisés. Probablement parce qu'ils ne sont pas vus comme tels, probablement qu'à un certain endroit, ils sont vus comme déviants, comme perturbateurs d'un ordre établi, comme efficients sur certains plans mais pas sur d'autres. Et moi, il me semble quand même qu'il y a une espèce d'immense méfiance qui s'est développée à l'égard de l'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie, qui est appelée par ailleurs de ses voeux dans les politiques managériales, en fait, elle est combattue parce qu'elle serait source de quelque chose qu'on ne maîtriserait pas. Et que finalement, ce qu'on entend dans les transformations managériales, ce serait plutôt cette idée que le quadrillage de l'activité, avec des sources de contrôle un peu partout, il donnerait l'illusion, en tout cas il entretiendrait l'illusion pour les dirigeants de maîtriser un peu quelque chose du réel. Et or, en fait, c'est un peu l'inverse qui s'y passe, parce que ce quadrillage, il ne permet pas de travailler, et il ouvre sur des bricolages au sens de composer avec des éléments du réel qui sont parfois clandestins et qui ne permettent plus de communiquer ou de dialoguer finalement avec ces éléments de prescription. Donc c'est vraiment ces autonomisations de dimensions de l'organisation qui sont très très préoccupantes aujourd'hui, puisqu'en fait ils assèchent les possibilités de ce qu'on peut appeler par certains aspects des formes de régulation conjointe, c'est-à-dire de dialogue, de confrontation, de mise en débat, des attendus avec de ce qui est rendu possible pour s'ajuster sur la manière dont on va s'y prendre collectivement. Donc ça, moi, ça me renforce vraiment dans l'idée que proposer des espaces d'accompagnement, c'est vraiment utile, parce que ça peut être des tremplins ou d'autres modalités finalement qui permettent à certains d'être entendus à des endroits qui sont importants pour eux et de construire la suite de leur parcours, mais ça a aussi des effets peut-être plus larges de prise de conscience de ce qui est acceptable pour soi et avec les autres, de ce qui ne l'est plus, et qui peut inviter finalement à réinterroger en profondeur certains fondements des finalités de l'organisation, des missions de ces organisations, de la nature même de l'expérience de travail qu'on a envie de vivre. Et il me semble que c'est une voie à poursuivre et à investir comme telle, c'est-à-dire que la parole, l'air de rien, l'écoute, l'air de rien, seraient peut-être des puissants transformateurs de société. Dans ce paysage-là, la question de l'action syndicale, elle est aussi posée. Alors,
ce que nous en disent nos témoins, parce qu'il faudrait partir de là, c'est quand même que la question alors, du dialogue social, c'est-à-dire de pouvoir continuer à entretenir une relation entre des interlocuteurs qui peuvent avoir des intérêts, des points de vue différents, mais qui ne renonceraient pas à l'investissement dans cette mise en interaction, ça semble être quelque chose de très utile aujourd'hui pour éviter justement des situations trop clivées où ce serait la guerre, en fait, ce serait juste le combat, la lutte, sans pouvoir intégrer la position de l'autre. Donc il y a cette dimension du dialogue social qui est peut-être à la fois un sens commun pour les acteurs syndicaux, mais qui est peut-être un enjeu encore plus important aujourd'hui, qui se conjugue avec celui de cet horizon démocratique, de cette conception finalement où on construirait, on ferait société ensemble. Ça veut dire qu'on ferait société à partir d'une pluralité de points de vue, d'intérêts, de conception du monde, et que c'est dans ce tissage fin finalement qu'il y aurait matière à promouvoir de nouveaux horizons. Il me semble que là, l'acteur syndical a un rôle qui est vraiment très important à jouer, mais qui peut-être peut passer par des formes, enfin qu'il y aurait des chemins de traverse ou d'autres itinéraires à explorer. L'un des témoins nous parle de groupes de parole pour les cadres ou de rencontres qui seraient proposées sans forcément une intention très explicite, mais comme un espace un peu transitionnel où une autre parole et une autre forme d'écoute pourraient être expérimentées finalement. Et peut-être que cette question de l'écoute et de la parole, dont on voit bien qu'elle a une portée aussi politique et que parfois elle peut faire défaut à certains moments donnés dans l'organisation, eh bien en faire l'expérience dans un autre espace pourrait être très salvateur et utile. Donc peut-être que l'acteur syndical, il peut être aussi source d'innovation dans ses modalités d'action, des modalités bien sûr de négociation et dans le dialogue social, mais aussi des modalités d'écoute et de parole adressées aux salariés, et là en l'occurrence aux cadres. En tout cas, les initiatives qui sont dont nous font part certains témoins me semblent en tout cas répondre à des besoins qui ne sont pas comblés ailleurs. En fait, cette qualité d'écoute, elle nous renvoie à une autre dimension. C'est que il est très, très rare de pouvoir vraiment parler du travail. De quoi parle-t-on quand on parle de travail ? Finalement, c'est une dénomination assez floue. Est-ce qu'on parle des traces que le travail laisse dans des formes de réalisation, avec éventuellement une matérialité ou une immatérialité, mais dans laquelle on pourrait se reconnaître ? Est-ce que on parle du travail comme étant tout ce qu'on engage de soi dans l'activité, y compris les échecs, y compris les efforts qui sont déployés pour réaliser le travail? Est-ce que quand on parle du travail, on parle du prescrit, ce qui est attendu, ce qui est programmé? Bref, il y aurait à propos du travail à déplier un peu l'ensemble des registres qui sont souvent confondus dans une parole qui est adressée. Dans ce cadre-là, on voit bien que tendre l'oreille pour écouter, ce ne serait pas du tout un acte passif. Il suffirait d'ouvrir les écoutilles et de laisser rentrer une parole sur le travail. Ce serait au contraire un acte très très actif qui consiste dans un premier temps à accueillir ce qui vient, à donner la possibilité d'adresser un vécu et une expérience située, déposant une parole qui a une valeur en fait en soi, qui mérite, qui est respectable, que cette parole puisse être respectée quelque part, c'est déjà un effet très important pour celui qui est écouté. Le deuxième niveau, ce serait de déplier, d'expliciter
de se mettre au service d'une compréhension de ce qui se joue dans cette situation de travail pour la personne. Sinon, on peut rester dans une forme d'implicite et de malentendu. En fait, on pourrait discourir autour du travail, mais sans véritablement comprendre de quoi il s'agit. Donc peut-être le deuxième niveau, c'est se mettre ensemble en quête d'une compréhension, d'une élucidation, d'une élaboration qui pourra faire une sorte d'espace de réflexivité pour la personne écoutée et qui peut permettre pour l'écoutant de découvrir de l'intérieur ce qui se joue à propos du travail et de l'ensemble des fils qui sont emmêlés sur cette situation-là. Ça vient nous poser peut-être la question de ce serait quoi finalement une écoute syndicale et en quoi serait-elle différente cette écoute d'autres formes d'écoute dans des dispositifs d'accompagnement ou des dispositifs de management. On entend bien que cette écoute syndicale, elle est probablement aujourd'hui bienvenue et nécessaire, mais si cette écoute est nécessaire, elle n'est pas toute puissante non plus en fait. C'est une écoute qui serait aussi consciente de ses limites, c'est-à-dire de jusqu'où on peut écouter ce que vient nous dire quelqu'un qui est en difficulté ou quand on va vers les cadres pour écouter leur travail et de pouvoir réorienter, peut-être de trouver des relais, de considérer que l'écoute serait un processus en fait qui peut être très restaurateur pour les personnes, mais qui suppose peut-être plusieurs intervenants ou plusieurs tiers qui vont travailler ou mettre au service de cette écoute un travail d'élaboration pour que les personnes puissent en faire quelque chose finalement de ce qui leur arrive. On peut aussi imaginer que cet acte d'écoute ne laisse pas indifférent, affecte aussi les acteurs syndicaux, laisse des traces en eux et ils pourraient eux-mêmes avoir besoin d'avoir un espace d'écoute pour déposer ce que ça leur fait d'écouter les autres, les cadres, pour éviter des projections ou des effets de transfert aussi qui ne seraient pas forcément bienvenus. En tout cas, aujourd'hui, ce qui peut apparaître, c'est que cette fonction d'écoute, qui est bien réelle, elle est peu régulée, elle est peu instituée. L'écoute n'est pas une pratique sociale valorisée au sens où elle serait un agir. Cette dimension-là, on la sent en fait traverser aussi des images du rôle pour l'action syndicale. Donc l'action syndicale serait agissante si elle est dans le faire, si elle est dans le partage des conditions du travail des autres salariés, alors même que l'on pourrait tout à fait imaginer que cette fonction d'écoute serait une des manières en fait de connaître le travail et d'en faire quelque chose après en termes de revendication. Par rapport à cette idée, ça fait totalement écho à ma pratique. Je ne suis pas dans le faire du travail des uns et des autres là où je vais faire enquête. En fait, je ne suis jamais dans la position de faire à la place des personnes, mais en revanche, se mettre à l'endroit d'une écoute compréhensive de ce que vivent les gens, c'est quand même une manière de se relier à cette expérience et à ces situations de travail. Donc certes, je n'en ai pas l'expérience éprouvée de l'activité, mais je peux témoigner de la manière dont des salariés vont vivre leur situation de travail pour porter aussi cette parole et la rendre intelligible et essayer de comprendre là aussi les enjeux qui sous-tendent ces situations de travail. Donc il me semble qu'on pourrait faire un parallèle en fait entre le sociologue intervenant et le syndicaliste qui peut être aussi dépositaire de tout un matériau très riche, très dense, très pluriel, qui serait une matière première qui ferait ressource et qui pourrait inspirer l'action syndicale. Donc ça viendrait déplacer la focale sur une pluralité finalement de pratiques, de mise en connexion avec le travail, dont l'écoute serait une des modalités possibles et tout aussi légitime que celle du faire.
En revanche, elle supposerait d'être certainement alors étayée en termes un peu de compétences, hein, de capacité d'écoute. Elle mériterait d'être valorisée aussi par l'institution pour dire que c'est une modalité aussi qui permet de comprendre et de connaître le travail pour qu'elle puisse se déployer de manière peut-être plus forte que dans les expériences qui restent toujours à l'initiative de quelques-uns. Et ce serait peut-être une piste à réfléchir sur ce serait quoi une écoute syndicale qui serait instituée, c'est-à-dire reconnue, portée par l'institution et non plus menée dans des relations plutôt informelles.